Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Attends une seconde, faut qu'on parle de ta dernière vidéo là. Bah quoi? Festivo. Je sais que tu avais la flemme, mais quand même, on n'a que des commentaires sur ça. Bon, d'accord, on en a qu'un seul. Donc emporte-toi parce que sinon on va devenir comme Renaud avec ses... Les animaux. Non, ne t'inquiète pas, je vais y réfléchir à 2 fois. Oh putain, je pensais pas que j'avais créé la 3e guerre mondiale là. Où j'en étais? Ah oui, comme vous voyez avec mon costume de gilet jaune, qui a pris un peu de poussière, nous allons parler des ouvriers qui travaillent dur, mais qu'un événement improbable va chambouler tout ça. Un certain Jordan ne tiendrait pas une journée sur ce boulot. Il ne supporterait pas la diversité. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Donc c'est parti pour découvrir ce film fantastico-social. Oui, je l'ai inventé à la va-vite ce mot. Donc... As-tu vu? Grand ciel de Akihiro Hata. Akihiro Hata, comme vous l'avez deviné, est japonais. Je pensais qu'avec ce nom, il était coréen. Qu'est-ce qu'on se marre. Je disais donc qu'il est un japonais qui est arrivé en France dès l'âge de 20 ans pour étudier le cinéma. Donc après des études à l'université de Paris 1 au Panthéon-Sorbonne pour une licence de cinéma, il ira ensuite à la FEMIS sur le département réalisation pour apprendre plus en profondeur le métier. Mais entre-temps, il fera un petit tour dans l'acting en jouant pour les courts-métrages des autres et en faisant même une petite apparition dans la série Carlos d'Olivier Assayas. Faut bien être multifonction. Puis avec l'école, il pourra mettre en œuvre ses propres courts-métrages. Et après ses études, il pourra battre de ses propres ailes en commençant avec ses courts solos comme Les Invisibles, tout en participant à certains épisodes d'une mini-série qui se nomme Les Cardinaux. Mais c'est à partir de 2016, avec un autre moyen-métrage, À la chasse, qu'il commencera vraiment à avoir une notoriété en participant au Festival international de Clermont-Ferrand et en obtenant un grand prix au Corto e Fiero Rural Film Festival en Italie. Excusez mon accent pas très bien établi. C'est aussi là qu'il rencontrera son co-scénariste, Jérémy Dubois. Et c'est de fil en aiguille, d'année en année, de court-métrage à moyen, qu'il finira enfin par obtenir le budget pour un long avec Grand Ciel en 2026. C'est là qu'une question se pose. Arrivera-t-il à retranscrire la société du travail français de son point de vue de japonais tout en nous offrant un métrage social qui se différencie des autres? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Grand ciel de Akihiro Hata est un film fantastico-sociétal contemporain où l'étrangeté enveloppe notre âme, ainsi que ceux des ouvriers. On commence l'histoire en suivant Vincent, qui travaille dans une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Mais un jour, un ouvrier disparaît et la méfiance finira par s'installer dans le groupe avec la montée de ces disparitions. Déjà, pour un premier film, Hata nous met tout de suite face à une sorte de tourbillon de démence qui s'installe au fil du métrage avec une précision de la caméra qui visualise cette construction pour arriver à une ambiance mystique, en plus de tourner une bonne partie de nuit. Le chantier, pour moi, a toujours été un lieu vivant qui... par nature qui grandit. Ça vient aussi beaucoup de mes souvenirs d'enfance où je me suis baladé dans les chantiers la nuit, par effraction bien sûr, mais quand on est enfant, on fait ce genre de choses. Et je me souviens vraiment d'avoir vécu l'angoisse totale auquel je m'attendais pas. C'était vraiment une maison hantée où mes propres voix se déformaient. Mes propres ombres étaient projetées sur le mur et que ça devenait de plus en plus grand. C'était vraiment un univers des films d'expressionnistes allemands, presque. Et ce décor-là, on de fait que c'est aussi un des lieux où il y a effectivement le plus d'accidents, accidents de travail. En plus de ça, ce décor est cinématographiquement un décor extrêmement riche pour chercher des idées de mise en scène, que ce soit visuel ou sonore. On le mettra assez en parallèle en tant que réalisateur japonais avec le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, où il a une manière de filmer un monde macabre dans un réalisme total. À la différence que lui, il donne une certaine pression assez cinématographique. Cette ambiance qui tend à la crispation s'installe au fil du métrage en filmant de plus en plus la déconstruction de son personnage ainsi que du lieu de l'édifice pour ressentir qu'ils sont une infime partie de ce rouage imperturbable.
Il donne aussi des plans extérieurs fixes mais de grandes envergures pour laisser place à un monde trop grand pour lui. Aidé de Jérémy Dubois au scénario, il s'inspire d'un fait divers de 2015 sur un intérimaire sans papier qui est mort sur son lieu de travail. Et ça, c'est vrai que ça a été un déclencheur quand même de l'écriture. Après, il y a aussi, comment dire, les chantiers de construction pour moi, c'est des lieux très cinématographiques visuellement, mais aussi symboliquement, parce que en fait, c'est un lieu où on construit l'avenir, on construit quelque chose pour le monde, le lendemain. Et ça, on le voit. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Les chantiers, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ceux qui vont travailler dans ce lieu-là, on les connaît pas. Et leur histoire, on raconte pas. Et par rapport à cette filière, fait divers, que je viens de citer, et en plus, ces personnes-là sont complètement invisibilisées, puisque quand ils meurent, personne ne s'en aperçoit et qu'on n'en parle pas. Donc tout ça a été, on va dire, les éléments fondateurs pour décider d'écrire ce film et de réaliser. Et avec ce postulat de départ, on comprend ensuite l'utilisation du côté fantastique non explicable pour transparaître une sorte d'invisibilisation de certains types de salariés sans que ça ne choque personne pour obtenir un matériel allégorique de cette façon de mettre à l'oubli ces travailleurs de l'ombre. La disparition, pour moi, n'est pas qu'une disparition physique dans le film, en tout cas des ouvriers, mais c'est aussi, pour moi, une métaphore aussi d'aliénation, c'est aussi une métaphore de comment on invisibilise ces travailleurs qui dans les situations précaires, à la fois financièrement, mais aussi en termes de sécurité, parce que c'est un lieu de travail très dangereux. Voilà. Je pense que je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut tous projeter d'autres choses sur cette disparition. Et bien sûr que, effectivement, pour moi, c'est une manière de raconter, le cynisme du monde dans lequel on vit. Les effets spéciaux sont très bien tenus et ils ne donnent que très peu d'indications sur la définition de ce phénomène. Bien qu'en vrai, la partie irréelle ne soit qu'une partie infime du métrage. Il en devient un film de genre, mais pas que. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un japonais sur le monde du travail, car dans ce pays du soleil levant, le travail a un autre rapport. Ça devient une place fondamentale dans la vie des gens. Cela devient un socle, un pilier, voire l'identité de l'individu pour définir la valeur sociale et humaine d'une personne. Moi, je viens d'un pays, Japon, donc, où effectivement, le syndicat, les syndicalismes, le syndicat n'existe pas. Formellement, ça existe, mais en vrai, ça n'existe plus. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune force, et les gens y croient même plus. Et le BTP, dans le monde des PT aussi, beaucoup d'ouvriers m'ont dit, voilà, maintenant, c'est exactement ça, quoi. Tout le parcours de Vincent qui travaille dur en tant qu'intérimaire, puis commence à monter les échelons tout en changeant d'attitude envers ses anciens collègues. C'est là qu'il projette une certaine pyramide sociale sur toutes les personnes que croise notre individu. On a tout d'abord le sans-papier qui est au plus bas de l'échelle, puis l'immigré intégré, ensuite le précaire, la classe moyenne, et enfin la classe haute, les riches, quoi. Et ce schéma se retranscrit avec la différence architecturale qu'il y a entre ceux qui vivent en ville, en banlieue, et ce bâtiment grand ciel qui pourrait nous faire penser à la tour de Babel sur ce besoin de construire la tour la plus haute, tout en définissant ceux qui peuvent ou non y habiter. Une illusion du progrès. Le titre a plusieurs sens que ce simple bâtiment en construction, tout en nous emmenant à ce problème difficile récurrent de la France, celui du logement. Tout ce paradoxe entre celui qui construit l'endroit et celui qui y habite, avec l'éloignement des classes qui s'intensifie. Oui, tout à fait. Vincent, Saïd, tous les personnages qui travaillent en chantier, en fait, ils construisent quelque chose auquel ils n'auront jamais accès. Malgré, peut-être contrairement à ce qu'on leur faire croire peut-être un tout petit peu, mais c'est un mirage. Et c'est pour ça qu'il y a des scènes où, en fait, le chantier, il est gigantesque, on le voit de partout, et on le voit aussi de là où Vincent, le personnage principal, habite. Comme si c'était là où il fallait y aller, et c'est une sorte de présence comme ça qui est là, qui est omniprésent, quoi. Et on est inspiré à y aller, parce que ça a l'air d'être un avenir, attirant et un avenir meilleur. Mais non. C'est là qu'il nous offre quelque chose de cynique sur notre société moderne. Et en début de film, on a quand même cette communion entre les personnes où il n'y a aucune division sur la couleur de peau, les religions et autres. Mais au fil du récit, une cassure se créera avec cette disparition et que Vincent ne voudra pas faire de vagues. De peur que le chantier s'arrête.
impact. Dans ce genre de film social, on pourra penser aux frères Dardenne, mais j'ai envie de rajouter le cinéma de Elio Petri, surtout avec La classe ouvrière va au paradis. Parce qu'au début de ce métrage, on suit, comme Vincent, Lulu qui est un ouvrier soumis au travail et qu'au fil d'un événement malencontreux, il finira par se rebeller pour avoir une meilleure situation de travail, en manifestant et en essayant de tout faire pour ne pas être viré. Mais tout est fait pour arriver à un cas contraire, où l'on ne peut empêcher ce changement de système établi. Dans les yeux des volontés, il y a le sang d'une défaite, pas d'une victoire. Et c'est dans cette scène qu'on a la clé de son petit progrès. Maintenant, il est contre le travail. Compagni operai, abbiamo riportato la vittoria sui due obiettivi che ci eravamo proposti, la riassunzione di massa e la regolamentazione dei cottimi. Lulu reprend le chemin du travail. Il est réembauché, mais cette fin n'a rien d'heureux. Lulu a pris conscience de sa condition et va devoir vivre avec. La différence, c'est que lui, Vincent, est encore plus aliéné par le travail. Un esclave moderne de ce siècle qui est son seul chemin pour survivre, où son esprit et son moral ne feront que disparaître pour devenir poussière. Cette matière a un double sens dans le film. Ensuite, la fin donne à la fois un espoir lorsqu'il réouvre enfin les yeux, mais aussi un désespoir parce qu'il s'est réveillé trop tard, donnant là une vision assez noire du monde du travail. En vrai, on suit un ouvrier soumis au travail, certes, qui bosse d'arrache-pied pour qu'il vive mieux avec sa famille. Je voulais pas raconter cette histoire-là sans raconter leur vie hors de chantier. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça aussi qui nous pousse à travailler. Et c'est aussi là où le travail influence le plus aussi. C'est dans le sens inverse, quoi. C'est aussi une caisse de résonance quelque part. Ce qui se passe au chantier, Vincent, il ramène chez lui. C'est pas que la poussière qu'il ramène, c'est aussi sa peur, son angoisse, son dilemme. Il ramène, qu'il veuille ou non, dans le socle familial et ça provoque en fait un effet qui n'est pas désiré pour lui. C'est en fait le travail pour lui, il le fait pour se rapprocher de sa famille, pour s'asseoir sa place, pour être aimé par sa famille. C'est sa logique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. Ce travail les éloigne. Déjà parce qu'il travaille de nuit. En fait, il ne fait que maintenant, depuis qu'il travaille au chantier, il ne fait que croiser avec sa famille. C'est aussi concret que ça, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le travail influence nos vies quotidiennes, comment ça te contamine, quoi. Donc, pour raconter ça, c'est nécessaire, du coup, de raconter l'histoire de ce qui se passe en dehors de travail. Sauf que là, plus on le suit, et plus il semble s'enfermer par lui-même, en cherchant coûte que coûte à monter en grade, même s'il faut sacrifier les autres. Ouh, t'entends ce que je te dis ou... Ouais, tu me dis que je passe chef, c'est ça? Ouais, mais c'est comme ça et on voit. Tu sais où est l'Algeco des chefs? Ouais. Si t'as besoin, tu viens me voir, ok? On y découle deux personnalités de Vincent qui paraissent paradoxales mais proches de notre réalité sur notre relation humaine entre le travail d'un côté et la vie familiale de l'autre. Pourtant au début, il arrivait à renouer les deux, mais inlassablement en vain, en laissant une désespérance du contact humain, en devenant une simple machine sans âme. L'individualisme est devenu la norme, le collectif, un danger. Ce rapport un peu de l'intérêt collectif à l'intérêt personnel, on est toujours face à ça, en fait, je pense. De plus en plus, on nous pousse à être. Puis dans le casting, on a des noms de tous les horizons avec Denis Herrier, Sophie Mouzel, Issaka Sawadogo, Ahmed Abdellaoui, Tudor Haroun Istodor, Mohanas Swalem et Samir Ghesmi. Et enfin, l'interprétation de Damien Bonnard me convainc encore plus. Il est l'un des grands acteurs de sa génération en mettant en avant tout le doute et la soumission de son personnage, tout en percevant la pression qui règne de plus en plus sur ce cycle de travail en continu. Moi, mon personnage, je l'ai nourri vraiment de plein de réflexions qu'on a eues ensemble ou sur le scénario autour de tous ces lieux où on bâtit et où en bâtissant, on décide de sacrifier des gens, de cette course un peu au paradis, de vouloir absolument être un élu de ce nouveau monde qui est proposé. Mais après, moi, mes appuis de jeu, c'était beaucoup sur la mythologie grecque ou sur des films comme Métropolis de Fritz Lang. Hier, on parlait aussi du labyrinthe avec le Minotaure, mais de travailler ce personnage qui peut paraître fort, mais je pense qui est surtout perdu et qui sait peut-être pas vraiment qui il est, en fait, parce qu'il a voulu correspondre il a voulu être invité à une soirée qui est pas pour lui, en fait. C'est toute la question de inconsciemment ou consciemment décider pour survivre, de finalement oublier les autres et de les sacrifier. Et donc c'est une espèce c'est un deal avec le mal, enfin avec la bête,
qui est cette chose sombre qui a l'air de nous promettre une lumière et qu'en fait nous promet de se perdre. Ensuite, autre détail important dans la mise en scène et le montage de Hata, c'est qu'ils mettent aussi en relief ce tourbillon incessant de l'activité de nos travailleurs, où tu suis une journée monotone sans y voir un réel changement de soi, devenant petit à petit un zombie qui suit son poste attitré en oubliant la signification de la rébellion et de l'importance d'une meilleure condition pour le salarié. Écoute, c'est simple, Saïd, si tu veux pas travailler, tu rentres chez toi, y a pas de problème. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. S'il y en a qui veulent pas bosser, vous pouvez rentrer chez vous, ok? Et pour y imprégner cette ambiance remplie de mystère, il fera appel à la compositrice Carla Pallone, où elle nous éloignera d'un réalisme social du monde ouvrier en proposant une exploration sensorielle. Cette BO convoque toute l'attention et le surnaturel du film en donnant une sonorité qui s'approche du bruit de la poussière. Le bruit de rien. Le travail de son était fondamental parce que le hors-champ, on le créait, on l'a vraiment créé avec du son, quoi. Ouais. Et le lieu nous pousse à faire ça, parce que c'est un lieu où le son, il est vraiment, même dans les vrais chantiers, le son, c'est vraiment quelque chose avec des résonances, qui vient d'on ne sait pas où, de déco, de transformation. Tout ça fait que le paysage sonore des chantiers, c'est tellement magique. Qu'on a vraiment beaucoup travaillé, mais l'idée c'est effectivement de rendre vivant dans le sens pour le coup un peu fantastique, angoissant, de traiter comme une petite bête, quoi, un monstre, quoi. Elle donne ensuite un bruit sonore lourd pour obtenir un climat anxiogène. En plus de ces décors labyrinthiques de l'immeuble en construction et de la répétition cyclique du travail qui appuie tout ça. Donc on a là un film qui pourrait faire un simple drame social connu dans le cinéma français, mais il en apporte une autre dimension avec cet aspect fantastique. L'enjeu, c'était, je pense, était trouver une forme quand même de l'histoire, trouver un équilibre qui nous convenait en termes de, effectivement, film social, thriller et la touche fantastique. Cela donne ainsi une œuvre assez passionnante à regarder et à décortiquer parce qu'il y a plein de détails que je n'ai pas énoncés mais qui méritent d'approfondir ce monde en perte de repère de l'humain. Et c'est aussi un film qui ne veut pas qu'on laisse à l'arrière les oubliés, les invisibles de la vie civile qui se font englober par une bête impossible à arrêter. Par contre, je ne suis pas, pessimiste, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ne peut pas s'échapper d'un avenir aussi sombre que ce qui est montré dans le film. C'est justement pour ça que j'ai fait ce film. C'est pour qu'on questionne et pour qu'on puisse améliorer, en tout cas, l'avenir du monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. On a dû arrêter avec Farid. Pourquoi? C'est comme ça. Il est descendu, il est tombé, il sait qu'il va y avoir une enquête. Tu proposes quoi? C'est toi le chef, non? T'es censé savoir ce qui se passe ici. Vas-y, faut que t'arrêtes là avec ce boulot. Arrête-toi! C'est en train de te cramer le cerveau. Ahmed!